Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va continuer le sujet qu'on avait abordé la dernière fois. Donc si tu n'as pas écouté le dernier épisode, je t'invite tout de suite à y aller parce que là si tu écoutes cet épisode tu ne vas absolument rien comprendre. Il faut vraiment écouter l'épisode que j'ai fait avant, qui pose les bases, qui explique le sujet, donc les nitrites, et qui permet de comprendre ce qui va suivre. Donc pour ceux qui ont bien écouté l'ancien épisode, eh bien tu peux rester ici. Et du coup j'avais dit qu'on allait aborder euh, l'aspect un petit peu plus subjectif. Enfin en réalité c'est pas vraiment subjectif mais c'est plus... Enfin c'est moins scientifique. En fait je vais t'expliquer d'abord pourquoi, selon moi, il faudrait interdire cet additif. Je vais t'expliquer également pourquoi les industriels s'attachent tant à cet additif et également euh, les futures mesures qui vont être prises. Donc on va commencer. D'abord, donc pourquoi faudrait l'interdire? Tout simplement parce que pour moi ce n'est pas quelque chose de nécessaire. Il n'est clairement pas indispensable pour produire de la viande, pour produire de la charcuterie. Ça, on le voit parce que il existe des jambons qui sont sans nitrite, comme je l'ai abordé la dernière fois. Euh, Également, il y a même des jambons qui ont toujours été sans nitrite. Donc là, je parle du jambon de Parme, par exemple. Donc le cahier des charges du jambon de Parme oblige les producteurs à ne pas utiliser d'additifs. Donc là, on voit clairement que c'est largement possible puisque ça a toujours été pour ce genre de produit. Attention cependant parce que ce n'est pas le cas pour le jambon de Bayonne par exemple. Le cahier des charges du jambon de Bayonne n'interdit pas l'usage d'additifs nitrés, par contre c'est le cas pour le jambon de Parme. Donc voilà, tout ça pour dire que ça existe même beaucoup et ça continue à se développer. Et pour certains produits, ça a toujours été le cas. Donc c'est pas nécessaire. Alors que selon le règlement du Parlement européen, un additif, pour être utilisé, doit répondre à un besoin technologique. Donc là, il y a un problème. C'est censé répondre à un besoin technologique pour pouvoir l'ajouter dans la nourriture. Donc pour moi, c'est pas normal. Si le règlement sur les additifs impose ça, ben là, pour le coup, c'est pas appliqué. Après, je pense que c'est assez ambigu comme terme, le terme de besoin technologique, parce qu'on pourrait très bien dire que les additifs sucrants, par exemple comme l'aspartame, les exhausteurs de goût, tout ça en soi, on pourrait dire que ça ne répond pas à un besoin technologique, en soi c'est simplement gustatif. Après, si on voit plus loin, on peut se dire que dans le contexte actuel d'épidémie d'obésité, par exemple, qui est liée entre autres à une surconsommation de sucre, peut-être qu'on pourrait considérer ça comme un besoin technologique pour le bien de la santé publique, pour le coup. D'avoir des additifs sucrants plutôt que du sucre, c'est peut-être mieux. Alors, c'est pas le sujet de l'épisode, et voilà, je pose ça là pour dire que c'est un peu ambigu comme terme, besoin technologique. En tout cas, ici, il est pas respecté. Euh, Encore plus dans la filière du bio, la filière du bio impose également cette règle de ne pas utiliser d'additifs quand c'est pas indispensable. Et pourtant, la plupart des charcuteries dans le bio sont également remplies d'additifs nitrés. Donc, pour le coup, c'est pas respecté non plus. Les industriels, qu'est-ce qu'ils disent vis-à-vis de ça? Eh bien, ils nous menacent d'avoir des épidémies de contamination de certaines bactéries comme la salmonelle, la, lis- enfin, la listériose, c'est le nom de la maladie, je ne sais pas le nom de la bactérie, mais que ça pourrait créer une épidémie de listériose, de botulisme, tout ça. Alors,
Concernant la listériose déjà, les additifs nitrés, enfin les études sur les additifs nitrés montrent que ça ne protège pas de l'apparition de la listériose. Donc on peut totalement éliminer cet argument. Du côté du botulisme et de la salmonellose, effectivement, il pourrait y avoir un risque, particulièrement pour le saucisson. Mais ce qu'on trouve actuellement avec l'apparition des charcuteries sans nitrite, eh bien, on n'a recensé aucun cas de botulisme, par exemple. Donc je considère que cet argument peut totalement être effacé, puisque vraiment, il n'y a aucun risque. Alors, deuxième chose, c'est que les industriels ont depuis toujours joué sur le doute pour gagner du temps, pour éviter cette interdiction. En fait, le fait que ce soit un sujet complexe, le fait que la toxicité n'est pas directe, eh bien, ça permet d'embrouiller un petit peu le gouvernement et les consommateurs, ce qui fait que la plupart des gens ne comprennent pas le sujet et donc ne s'y impliquent pas, et même le gouvernement. Donc par exemple, pour le coup, ce ne sont pas les nitrites en soi qui sont cancérigènes, c'est la réaction qui se passe dans la viande et dans le corps qui produit des produits cancérigènes. Donc là, on pourrait faire l'analogie par exemple avec la cigarette. La cigarette, dans son état normal, dans son état inerte, on va dire, n'est pas cancérigène. C'est quand on l'allume avec un briquet, quand il y a de la combustion avec les produits, avec les composants de la cigarette, que là, il y a la formation de composés qui vont être cancérigènes. Donc c'est peut-être un argument qui a été pris par les industriels également à l'époque où la cigarette était présentée comme pas dangereuse. Les industriels ont peut-être pris cet argument en disant que non, c'était pas cancérigène, mais qu'en réalité si, dans le contexte dans lequel on l'utilise. Donc voilà. Et là, toujours par rapport à ce sujet, s'il y a un doute, selon le droit européen, on est censé appliquer le principe de précaution. Donc c'est quoi ce principe ? C'est un principe selon lequel si on n'a pas assez de données sur un sujet, si on doute, si on ne sait pas tout, eh bien on doit éviter d'agir dans ce sens-là, là en l'occurrence de vendre des produits contenant cet additif. Si en réalité on doutait, on ne devrait même pas l'utiliser par ce principe de précaution. Donc nous en réalité, on sait maintenant que c'est dangereux. Il y a un consensus qui est fait de toutes les instituts qui sont indépendantes, donc notamment l'ANSES. C'est avéré que c'est dangereux et que ça provoque le cancer colorectal. Le cancer colorectal, mais peut-être également d'autres cancers. Là pour le coup on doute, on ne sait pas encore tout sur le sujet, mais les études montrent qu'il y aurait peut-être aussi des risques de cancer du sein, de cancer de l'estomac, de cancer de la prostate, également d'augmenter le risque de diabète, diabète sucré. Donc voilà. Par rapport au cancer colorectal, apparemment 10% des cancers colorectaux seraient liés au nitrite, à la consommation excessive de nitrite. Je le rappelle, plus de 60% de la population française se trouve au-delà des limites posées par l'Agence nationale de sécurité, qui est de 150 grammes grand maximum par semaine de consommation en charcuterie. Donc voilà, donc 10% pourrait éviter en changeant sa consommation. Après, si on peut comparer ça au tabac par exemple, 13,5% des cancers colorectaux sont attribuables à la consommation de tabac et 17% à la consommation d'alcool. Donc si on regroupait un petit peu tous les facteurs externes
autre que la génétique, et donc un petit peu la chance, on pourrait dire que 50% des cancers colorectaux pourraient être évités en changeant les habitudes, en consommant moins de tabac, enfin même pas du tout, pas d'alcool et pas d'additifs nitrés. Donc voilà, donc c'est dangereux, voilà pourquoi ça devrait être interdit. Au-delà de cette dangerosité, il y a un problème, plus que de santé publique, il y a un problème d'inégalité. Je m'explique. Dans les supermarchés, la viande, enfin la charcuterie qui est vendue sans nitrite est plus chère que la charcuterie qui est vendue avec nitrite, donc la charcuterie traditionnelle. En moyenne, 40 centimes de plus par tranche de jambon quand il est sans nitrite. C'est pas vraiment justifié. En réalité, ça coûte un peu plus cher, mais pas 40 centimes. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que du coup, ça provoque des inégalités parce que ce seront les populations les plus modestes qui ont pas un bon niveau d'éducation, qui vont pas savoir que c'est dangereux, et également qui n'ont pas le budget de dépenser. Si c'est 40 centimes de plus par tranche de jambon, ça peut aller jusqu'à 2 euros de différence entre un, un jambon traditionnel et un jambon sans nitrite. Si on voit cette différence-là et qu'on est en difficulté financière, on va tout de suite se tourner vers la proposition la moins chère. Donc ça provoque un problème à ce niveau-là. Alors, pourquoi les industriels s'accrochent tant à l'usage de cet additif? Puisqu'on a dit qu'il pouvait être retiré ou remplacé par d'autres choses. Il y a différentes raisons à cela. Et d'abord, je voudrais t'illustrer à quel point les industriels s'accrochent à ça. Donc, d'un côté, ils s'accrochent à la réputation qu'ils ont vis-à-vis des consommateurs, et d'un côté, ils s'accrochent à cet additif. Donc, ça les tiraille des deux côtés, puisque de plus en plus de gens sont avertis sur le sujet et ne veulent plus consommer d'additifs nitrés. Donc, lorsque c'est arrivé dans les médias et tout ça, qu'on a appris que c'était dangereux, les industriels ont changé leur habitude, ils ont proposé du sans nitrite, avec de la vitamine C et tout ça. Mais certains industriels ont été encore plus malins. Je m'explique, ils ont trouvé une méthode de faire du sans nitrite. Donc sur l'étiquette, c'était écrit sans nitrite, alors qu'en réalité, il y avait du nitrite dans la charcuterie. Comment ils ont fait? Ils ont cultivé des légumes, donc par exemple du céleri, qui concentre assez facilement les nitrates qu'on lui propose. Donc du coup, ils ont ajouté du nitrate, donc c'est de l'engrais concrètement, beaucoup d'engrais, pour que le céleri se concentre fortement en nitrate, donc pas en nitrite, en nitrate, ce qui est normal, et on en trouve dans les légumes, mais comme j'en ai parlé dans l'autre vidéo, c'est tout à fait anodin, c'est pas nocif, sauf dans la situation que je suis en train de décrire, parce que ensuite, après avoir cultivé ce céleri par exemple, ils l'ont séché, ils l'ont broyé en une poudre concentrée en nitrate, et ensuite ils l'ont proposé à des bactéries qui ont fermenté ce mélange pour transformer le nitrate en nitrite. Et là, ils ajoutent ça à la viande comme ils le feraient pour du sel nitrité. Cette pratique est aujourd'hui interdite. Néanmoins, on en trouve parfois encore aujourd'hui. J'en ai déjà trouvé personnellement dans les magasins. Et comment les reconnaître?
Il faut regarder l'étiquette. Donc évidemment, on ne trouvera pas de... Enfin, l'étiquette avec la composition. Donc du coup, on ne trouvera pas d'additifs nitrés dans les références, mais on trouvera, par exemple, ferment, on trouvera bouillon de tels légumes, extrait de carottes, par exemple. Donc à partir du moment où on voit des légumes dans la liste des ingrédients, c'est pas normal. Donc je vous conseille de ne pas aller vers ces aliments-là. Je n'ai aucune connaissance sur le fait que, du coup, vu que c'est des légumes, peut-être que la vitamine C est également présente dedans. Donc comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est antioxydant, donc ça vient compenser. Le problème, c'est que les légumes seuls ne sont pas cancérigènes avec cette présence de nitrate. Mais là, puisque c'est dans la viande et que c'est avec les composants de la viande que ça réagit, ça reste pas très bon. Mais on peut dire que c'est équivalent aux produits avec nitrite et contenant des vitamines C. Donc voilà. Donc tout ça pour vous illustrer à quel point les industriels s'accrochent au nitrite. Mais pourquoi ils s'y accrochent? Eh bien tout simplement parce que c'est un gain de temps et d'argent. Un gain de temps parce que ce qu'ils veulent, c'est une belle viande, bien colorée, bien, qui donne envie. Pour ça, ce qu'on fait, c'est que traditionnellement, on fait sécher la viande pendant des mois et des mois, pendant 9 mois, pour qu'elle acquiert cette belle couleur par un autre processus que celui avec les nitrites, mais qu'elle l'acquiert quand même. Et au final, la viande est belle. Mais ça prend 9 mois. Alors qu'avec des nitrites, je ne connais pas la durée du processus, mais c'est peut-être même immédiat. En tout cas, c'est vraiment moins que 9 mois, ça c'est bien sûr. Ça marche pour la viande séchée. Par contre, pour la viande cuite, je ne suis pas sûr qu'il est possible d'acquérir une belle couleur. Donc par exemple, pour le jambon de Parme dont j'ai parlé auparavant, qui est sans nitrite, ce que vous voyez dans les magasins, c'est qu'il a une belle couleur. Mais ça, c'est parce qu'il a subi un processus long de plusieurs mois sans additifs pour acquérir cette couleur. Donc là, c'est un gain de temps. C'est un gain d'argent également parce que, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est un antiseptique. Il va tuer les bactéries. Donc on a dit que c'était pas forcément utile, mais c'est utile pour les industriels dans le sens où du coup ils peuvent se relâcher un petit peu sur l'hygiène dans l'usine, sur la qualité des matières premières. Ils peuvent être un peu moins stricts là-dessus, puisqu'on met directement l'antiseptique dans le produit, plutôt que de traiter l'usine à cet antiseptique. Donc ça coûte moins cher de faire comme ça. Également, c'est moins cher parce que si on compare d'autres conservateurs, comme par exemple l'ascorbate de potassium, au niveau du prix, c'est différent. Ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est que 1 kg d'ascorbate de potassium, ça coûte 20 €. En comparaison, 1 kg de nitrite, j'ai trouvé des prix allant jusqu'à 20 centimes. Donc c'est 100 fois moins cher. Donc ça expliquerait pourquoi les industriels en ont tant besoin. Mais à mon avis, c'est principalement pour la couleur. Y a pas, l'ascorbate de potassium, par exemple, ne permet pas d'acquérir une belle couleur à la viande. Et particulièrement pour le jambon cuit qui, je crois, ça je ne suis pas sûr, mais je pense pas qu'on puisse acquérir une belle couleur à l'aide d'un processus long de maturation. Ça marche, mais seulement pour le jambon séché. Je suis pas sûr de cette information, mais ça m'étonnerait que du jambon cuit puisse acquérir une belle couleur.
Donc du coup, les industriels s'accrochent et ils menacent. Lorsqu'on leur dit qu'on va interdire les additifs nitrés, eh bien ils menacent. C'est ce qui s'est passé par exemple en 1978 aux États-Unis. La FDA, donc c'est la Food and Drug Administration, c'est l'agence qui régule les aliments et les médicaments aux États-Unis, a voulu interdire ces additifs nitrés en 1978. Donc pourquoi aujourd'hui c'est encore autorisé? C'est parce que à ce moment-là, la réaction des industriels, ça a été de menacer d'un risque de botulisme dans la population. Ce qui a fait que les mesures qui allaient être prises n'ont pas été prises. Donc voilà, mais ça je l'ai dit juste avant, en réalité il n'y a pas vraiment de risque de botulisme. Donc les industriels nous menacent. Il y a un argument que j'ai identifié que je n'ai pas encore entendu et peut-être qu'il va arriver plus tard parce que là on va clairement dans une voie de l'interdiction progressive des nitrites dans la charcuterie. J'en parle juste après. Mais peut-être que dans quelques semaines, dans quelques mois, ils vont peut-être nous sortir l'argument que les nitrites sont bons pour la santé. Alors je m'explique pourquoi ce serait bon pour la santé. Peut-être qu'ils pourraient nous dire que les nitrites font baisser la pression artérielle. Alors pourquoi ça fait baisser la pression artérielle? Là c'est toujours l'oxyde nitrique qui joue sur ça. En fait l'oxyde nitrique il est présent naturellement dans le corps et c'est un composé qui permet de faire de la vasodilatation dans les artères. Donc la vasodilatation, c'est-à-dire que les artères vont augmenter de calibre, ce qui va avoir comme conséquence de baisser la pression artérielle. Or, on dit souvent que l'augmentation de la pression artérielle, c'est lié à des risques cardiovasculaires. Donc peut-être qu'on pourrait nous donner cet argument. Mais à mon avis, ça ne tient pas, tout simplement parce que de l'autre côté, le sel, qui est présent dans la charcuterie en grande quantité comme on l'a vu, a cette fois-ci un effet d'augmenter la pression artérielle. Donc voilà, c'est un argument que j'essaye d'anticiper, peut-être qu'on le verra dans quelques mois. Mais donc voilà, tu sais aujourd'hui que cet argument ne tient pas et il n'y a pas d'effet de pression, de baisse de la pression artérielle puisque le sel vient largement compenser cet effet et la charcuterie en elle-même va plus provoquer une augmentation de la pression artérielle qu'une baisse de la pression artérielle. Donc voilà, pour résumer, ce n'est pas interdit parce que les industriels font douter, parce qu'ils donnent des menaces qui en réalité ne tiennent pas scientifiquement, et également parce qu'il y a de la corruption en fait. Alors là, c'est un sujet qui est un peu plus complexe pour moi. J'ai souvent été très en confiance avec le gouvernement, avec toutes les organisations, tout ça. J'ai jamais douté de comment ça pouvait fonctionner, particulièrement pendant le Covid. Franchement, j'avais confiance. Mais maintenant, mon avis change un petit peu. On va dire que je suis un petit peu plus complotiste. On peut dire ça. Mais ça, c'est après avoir fait toutes mes recherches sur le sujet et également après avoir regardé le reportage qui a été fait par Cache Investigation sur justement le sujet des nitrites. Je t'invite fortement à aller le voir. Il est très bien réalisé et franchement, voilà, ça ouvre les yeux, ça montre comment le système fonctionne, qu'en réalité, il y a des conflits d'intérêts même dans le gouvernement et particulièrement dans le gouvernement, ce qui provoque des conflits d'intérêts et donc que des décisions qui devraient être prises ne sont pas prises, là en l'occurrence à cause de la pression qui est mise par les lobbies
et qui viennent influencer le gouvernement. Donc voilà, pour moi, il y a de la corruption, mais voilà, c'est pas un sujet que je maîtrise, donc je vais pas m'avancer plus là-dessus. Je t'invite juste à aller voir le reportage de Cache Investigation que tu trouveras dans mon Notion, parce que comme pour l'ancienne vidéo, l'ancien épisode de podcast, j'avais mis un Notion en description pour avoir toutes les sources, pour avoir toutes les notes de l'épisode. Et bien là, c'est la même chose. Sur le même lien, tu trouveras toutes les sources, toutes mes recherches et ce fameux reportage de Cache Investigation. Donc voilà, j'en ai fini avec tout ça. Juste une dernière chose, maintenant, quel est le futur de ces additifs? Comment ça va se passer dans le futur, dans les prochains mois? Eh bien, euh, pendant même que je faisais ces recherches, eh bien, il se passait des choses au niveau de l'Assemblée nationale cette année. À partir de avril 2023, des réglementations ont été mises. Alors, je vais les lire. Alors donc, les industriels sont maintenant obligés de diminuer de 20% l'usage, enfin les doses d'additifs nitrés dans le jambon cuit, dans les lardons, dans le saucisson sec, dans le pâté, dans les rillettes. Et une diminution même allant jusqu'à 30% pour les saucisses fraîches. Alors je ne sais pas pourquoi il y a cette différence de diminution. Mais donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que actuellement, la loi oblige les industriels à baisser leur dose. Donc c'est pas encore ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est une interdiction. À la base, le projet de loi proposait une interdiction à partir de 2024, mais ça n'a pas été accepté par l'Assemblée nationale. Et seulement ces baisses-là ont été acquises. Ce qui va se passer, c'est que l'année prochaine, on va également avoir des lois, c'est sûr. Et je pense que d'ici 5 ans, peut-être que on peut espérer qu'il y aura une interdiction complète. En tout cas, c'est déjà bien qu'on a une petite réduction. Après, il y a également d'autres projets de loi qui ont été faits, mais je ne sais pas ce qu'il en est. Donc, par exemple, pour poser des indications sur les paquets, comme pour la cigarette, comme quoi ça provoquerait le cancer. Des propositions pour poser des pictogrammes pour éviter que les femmes enceintes consomment ces produits de charcuterie. De toute façon, normalement, c'est pas conseillé, sans parler des nitrites, c'est pas conseillé pour les risques bactériologiques, même si c'est vraiment très rare. Donc pourquoi les femmes enceintes ne devraient pas en prendre, hormis ces risques bactériologiques? C'est pour un risque qui serait plus élevé de cancer du cerveau pour le fœtus. Après, il y a également des interdictions pour la restauration collective, donc par exemple pour les hôpitaux, pour l'école. Tout ça, c'est des projets de loi qui ont été faits à l'Assemblée nationale. Donc voilà, on a ratifié tout le sujet. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras appris beaucoup de choses. J'espère avoir un impact dans ta vie et que tu vas maintenant consommer moins d'additifs nitrés dans la charcuterie, que tu vas faire attention à ta consommation. Donc je t'invite à laisser une note sur le podcast. Un petit 5 étoiles, ça ferait plaisir. Là actuellement, je suis en train de poster le podcast sur d'autres plateformes que Spotify. Donc maintenant, je suis disponible également sur Apple Podcast, sur Amazon Podcast, mais c'est pas Amazon Podcast, c'est Audible. Et sur une dernière plateforme, c'est Google Podcast.
Donc voilà, si tu préfères ces autres plateformes, maintenant j'y suis. Donc tu peux tout à fait aller consulter mon contenu dessus. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la prochaine.